Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va inaugurer une nouvelle série sur cette chaîne, une série de vidéos que j'ai intitulée Au fil de l'eau. Alors vous êtes plusieurs à avoir déjà posé des questions sur l'eau à Rouen, que ce soit des questions sur la Seine, par exemple sur le port, mais aussi sur les rivières, par exemple le Robec, ou encore les fontaines. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous intéresse. La question de l'eau, elle est de toute façon fondamentale. Toujours aujourd'hui, elle est très importante, même si on a tendance à un peu l'oublier. C'est vrai, quand on ouvre notre robinet, on a de l'eau potable, mais ça n'a pas toujours été comme ça et ça ne vient pas par magie. Il y a tout un système derrière. Et vous imaginez bien qu'évidemment, au cours de notre évolution, de civilisation, l'eau a toujours été un enjeu très important pour se nourrir, pour travailler, pour boire évidemment, pour vivre en fait, tout simplement. Et c'est assez intéressant parce que quand on étudie l'eau, en fait ça soulève beaucoup d'enjeux. À Rouen, on va pouvoir essayer d'étudier ça dans une série de vidéos. Aujourd'hui on va démarrer par la base, par la source. On va étudier justement les sources souterraines historiques de Rouen. Allez c'est parti, suivez la guide. Alors avant de démarrer, je voulais juste faire un tout petit point sur la source principale qui va être utilisée dans cette vidéo et dans plusieurs d'ailleurs de mes vidéos sur ce sujet. C'est le livre des fontaines. Alors c'est un document absolument exceptionnel qu'on a sur la ville de Rouen, qui a été réalisé par Jacques Lelieur en 1525. Alors cet homme, Jacques Lelieur, il a toute sa vie été très impliqué à Rouen. Il a d'ailleurs été plusieurs fois conseiller de la ville. Et c'est dans les années 1520 qu'il a une très bonne idée, celle de mener une étude sur l'état de l'eau à Rouen. Alors c'est-à-dire quel est l'état du réseau, où sont les captations des différentes sources, où sont les canalisations, les différentes fontaines, etc. Alors son but était très pragmatique en fait, c'est-à-dire qu'en cas de problème, par exemple de fuite, de pouvoir très rapidement identifier le problème, la source du problème et le régler. Alors déjà rien que pour ça, d'un point de vue historique, c'est une super source pour notre ville. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'il ne s'est pas arrêté là. À côté de la partie écrite, où il décrit donc très précisément tout le réseau, il va également dessiner tout le réseau de canalisation qui dessert notamment les fontaines, ce qui a donné le nom le livre des fontaines, mais pas que. Il a également représenté tout ce qui était autour du passage des aqueducs, des sources ou des fontaines, c'est-à-dire les maisons, les rues, les bâtiments, qu'ils soient importants ou non. On y voit des églises, on y voit des bâtiments publics, on y voit des rues, bref, tout ce qui compose en fait la ville à cette époque-là. Ça nous permet donc d'avoir une sorte de plan partiel, mais un plan quand même, de la ville de Rouen à peu près dans les années 1520. Et en plus de ça, il a également réalisé une grande planche où il a représenté une vue panoramique de la ville de Rouen, ce qui nous donne encore une fois des informations intéressantes. Il faut vous dire que jusqu'au 19e siècle, ça a été vraiment la référence technique pour toute l'alimentation en eau de la ville. Donc le livre était utilisé, transporté, plié, déplié, bref. C'est pour ça aussi qu'il est arrivé à un moment en très mauvais état. Alors heureusement, il a quand même pas été perdu, il a été bien protégé et il est conservé aujourd'hui à la bibliothèque municipale de Rouen. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter les 5 sources, mais surtout les 3 principales sources qu'on a dans la ville de Rouen. On va démarrer par la source la plus ancienne de la ville de Rouen qui s'appelle la source de Galore. Alors ce nom Galore pourrait venir d'un mot gaulois, gad, qui signifierait la boue. Alors on ne sait pas précisément quand on a commencé à capter cette source, mais en tout cas déjà pour Jacques Lelieur au XVIe siècle, il dit que ça fait déjà tellement longtemps qu'on n'en a même pas de traces mémorielles, et les premières archives, les traces écrites qu'on a datent du XIIIe siècle, mais laissent encore une fois penser qu'elles dataient sûrement de bien plus longtemps. Alors cette source, en fait, elle va démarrer au pied de la côte du Mont-Malade, où convergent en fait plusieurs cours d'eau des environs, donc c'est dans le quartier à peu près aujourd'hui de la gare SNCF. Alors la captation de cette source, elle se faisait dans une grotte creusée dans le roc. Alors l'aqueduc qui transporte cette source Galore donc commence dans ce quartier qu'on va appeler le faubourg Bouvreuil. Donc on est juste à côté des fortifications nord de la ville, à côté du château de Rouen, donc celui qui a été construit par Philippe Auguste au XIIIe siècle. Le tracé de cette source en fait est assez simple puisqu'elle dessert la ville en fait du nord au sud. Sur son parcours, elle va desservir des fontaines, mais pas que. On a par exemple une cuve près d'église Saint-Gaudard qui va servir pour le lavoir. Elle passe par le Parlement de Normandie, donc qu'on appelle aujourd'hui le Palais de Justice. Elle traverse la rue Massacre.
D'ailleurs, on retrouve au pied du beffroi du Gros Horloge la fontaine Massacre, qui est alimentée donc par la source Galore. Au début du XIIIe siècle, c'est là que se termine le chemin, le parcours de cette source. C'est en 1257 précisément qu'il va y avoir un petit conflit, parce que le roi de France Saint-Louis va demander aux autorités municipales de la ville de créer une dérivation de cette source pour aller alimenter le couvent des Cordeliers, qui sont des moines franciscains, installés juste plus bas en fait au niveau de la rue aux Ours. Il y a par exemple un petit conflit en 1456 où en fait les autorités municipales de la ville constatent qu'il y a un manque d'eau et pour eux en fait ils constatent que c'est dans la zone justement du couvent qu'il y a trop d'eau qui serait gaspillée. Alors heureusement les moines franciscains ils vont pas se laisser faire et ils seront finalement mis hors de cause parce qu'en fait ils vont réussir à prouver que c'est pas du tout de leur côté en fait que l'eau est gaspillée mais que c'est tout simplement parce que les canalisations qui arrivent justement à peu près au niveau du beffroi du Gros Horloge sont en très mauvais état et qu'en fait il y a plein de perditions d'eau à cause de ça mais que c'est pas de leur faute. Alors cette source, on sait que par exemple au milieu du 19e siècle elle fournissait 400 mètres cubes d'eau par jour. La source Galore, elle existe toujours, donc dans le nord de la ville. Il est possible, dans les souterrains, de pouvoir suivre en fait son aqueduc sur quand même une assez longue distance. Alors maintenant, on va partir à la découverte de la source de Carville. Celle-là, elle a des origines bien mieux connues. Alors c'est en 1500 que l'archevêque de Rouen d'époque, Georges d'Amboise, constate qu'il y a un manque d'eau, notamment dans la partie est de la ville, et il va proposer aux autorités municipales de partager les frais de manière égale pour y installer une canalisation. C'est donc la source de Carville, alors on l'appelle aussi la source de Darnétal, tout simplement parce qu'elle démarre sur le territoire de cette commune, au pied de la colline du Roule. Alors c'est un réservoir en pierre qui donne accès à la chambre de capture des eaux. L'ensemble a été très bien conservé au fil du temps, et il y a eu des mesures faites au 19e siècle qui nous indiquent que c'était la source la plus prolifique de l'époque, qui devait fournir à peu près 1200 mètres cubes d'eau par jour. Alors le tracé finalement de l'aqueduc, il part donc de l'est de la ville pour aller jusqu'à Rouen, donc il va traverser les villages de Carville et de Darnétal en suivant en fait à peu près le même tracé que le Robec et l'Aubette, qui sont deux rivières dont j'aurai l'occasion de vous reparler. On voit d'ailleurs à plusieurs reprises sur le chemin des moulins qui ont été représentés pour symboliser justement le travail du textile qui était très important dans ces quartiers-là. Arrivé au rempart de la ville de Rouen, la canalisation, elle se sépare en deux réseaux parallèles. D'un côté, on a le réseau qui appartient donc à l'archevêque de Rouen, qui va alimenter son palais, mais également le premier hôtel-dieu qui se situe à l'époque à côté de la cathédrale, et parfois certains prieurés qui vont aussi s'y raccorder. Alors l'autre partie des canalisations qui appartiennent à la ville vont passer par le quartier Saint-Hilaire, Saint-Vivien, ils vont aller jusqu'aussi à l'abbatiale Saint-Ouen et vont être prolongés jusqu'à l'église Saint-Maclou. Donc là, encore une fois, on est vraiment dans le quartier des drapiers, c'est l'activité textile qui domine. Alors d'ailleurs, autant la captation de la source était très bien faite, le réservoir, etc. était de très bonne qualité, autant c'était pas vraiment le cas de l'aqueduc. Alors il faut aussi imaginer qu'avant d'arriver au rempart de la ville, les canalisations s'étendent quand même sur 2,5 km, sur une zone avec une faible pente. Les matériaux qui avaient été utilisés n'étaient pas non plus de très bonne qualité, donc en fait la source elle avait un mauvais rendement et plusieurs fois ils ont dû refaire des travaux. Donc en fait l'entretien de cet aqueduc coûtait tellement cher que les archevêques de Rouen en fait vont en avoir marre et au XVIIe siècle l'archevêque va décider de céder tous ses droits à la ville. Alors troisième source très importante pour la ville de Rouen, c'est la source dite de Yonville. Alors sa captation elle a été décidée en 1510 plutôt pour alimenter les quartiers ouest de la ville, notamment toute la zone du Vieux Marché. Alors l'histoire elle démarre pas très bien pour cette source parce que pour aller la capter en fait on va devoir aller creuser un endroit qui est un jardin qui appartient à un particulier, à un procès d'ailleurs. En plus de ça, on a des difficultés financières, donc les travaux ils vont s'arrêter en 1515, mais ils ont pu repartir, relancer les travaux grâce à un très généreux prêt de Guillaume Leroux qui faisait à ce moment-là construire lui son hôtel de Bourterould. Les travaux sont terminés en 1521, le procès aussi d'ailleurs c'est fini avec un accord entre les deux parties. Alors les canalisations donc elles traversent en fait tous ces faubourgs ouest de la ville en passant d'ailleurs dans les jardins de plusieurs notables. Mais il faut quand même rappeler que normalement il est quand même assez rare d'avoir le droit d'utiliser ces canalisations à titre individuel. Il y en a qui profitaient plutôt sans doute des conduites qui sont faites pour évacuer en fait le trop plein d'eau. Donc l'aqueduc de Yonville il va arriver aux fortifications de la ville, il va traverser le marché aux chevaux, le vieux marché, le marché aux veaux, c'est la place de la Pucelle actuelle.
Alors vous l'imaginez sûrement, mais tous ces lieux qui sont voués au commerce et à la production, parce qu'il y a aussi des boucheries et des poissonneries, produisent pas mal de déchets et surtout du coup une pollution plutôt désagréable pour les habitants du quartier. On utilise alors en fait le trop plein d'eau pour la faire couler dans un caniveau, emporter au passage les détritus et donc améliorer l'hygiène de la ville. Alors l'aqueduc ne s'arrête pas là et va continuer jusqu'à la fontaine de Lisieux, donc là on est dans la partie basse de la ville. D'ailleurs là, l'eau elle passait devant la maison d'un certain Jacques Lelieur qui nous dit que par tolérance et permission, il a eu le droit d'alimenter sa maison en eau depuis l'aqueduc. Mais c'est vraiment un sacré privilège pour l'époque, même si je pense qu'on est tous d'accord qu'il a quand même mérité. Alors cette source, qui fournissait 260 mètres cubes d'eau par jour, a arrêté d'alimenter la ville au 19e siècle et d'ailleurs il n'en subsiste aucune fontaine. Alors pour finir, je vous précise qu'il existait aussi deux autres petites sources. On a notamment la source Notre-Dame, c'est la plus petite d'ailleurs dessinée par Jacques Lelieur, qui n'appartenait pas à la ville mais qui appartenait à la cathédrale, d'où son nom d'ailleurs. Alors elle jaillit à peu près au niveau de la tour du donjon de Château de Rouen et croise donc assez peu de temps après l'aqueduc de la source de Galore. Alors ça peut poser un problème d'ailleurs que Jacques Lelieur décrit, parce qu'on aurait pu percer un trou dans l'aqueduc pour dériver l'eau et la soustraire au profit de la cathédrale. Comme vous avez pu le comprendre, l'eau c'est un sacré enjeu et entre les autorités municipales et religieuses, on s'entend pas toujours bien. La deuxième source que je voulais préciser, c'était la source Saint-Nicaise, qui avait été utilisée probablement dès le XIIIe siècle par les religieux de l'abbaye de Saint-Ouen. Avec les recherches, le livre des fontaines, vous avez peut-être compris que l'eau était vraiment un des enjeux majeurs de la ville de Rouen. Effectivement, les canalisations et les sources que je vous ai présentées, c'est un des seuls moyens d'alimenter finalement la ville en eau potable, mais elles ne servent pas qu'à ça. Elles servent également à maintenir la ville propre, on l'a vu par exemple avec les halles des marchés, mais aussi à l'embellir, à travers les fontaines évidemment, et il ne faut pas oublier aussi leur rôle en cas d'incendie. Donc l'entretien de ce grand réseau est un des enjeux majeurs, est aussi quelque chose qui génère beaucoup de coûts pour une ville, donc ce n'est pas évident, mais on ne peut pas s'en passer évidemment. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce petit point sur les sources vous aura intéressé. Je peux d'ores et déjà vous dire que la prochaine fois, on ira s'attaquer en toute continuité avec les fontaines évidemment. Ça sera peut-être pas la prochaine sur ma chaîne, vous l'avez peut-être remarqué mais mon rythme en ce moment est d'une vidéo tous les 15 jours, c'est un rythme qui me convient bien. En tout cas je communique beaucoup avec vous via les réseaux pour vous prévenir justement de la sortie des vidéos, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas, ça pourra aussi alimenter les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.